Merci de votre fidélité et de votre attention accordée au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Un nouveau numéro, un nouvel invité. Et cette fois-ci, il s'agit de M. Al-Hussein Makanera Kake, ancien ministre de la Communication et président des FND, porte-parole de l'opposition républicaine. Depuis un peu plus de 3 mois, il était absent du pays. Beaucoup de choses se sont passées à son insu. Enfin, il est donc de retour à Conakry, en Guinée. Il décide de prendre la parole pour réagir à l'ensemble des sujets qui défraient la chronique depuis un certain temps. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, parce que je suis convaincu que vous faites un travail extraordinaire pour la pérennisation de la liberté et la démocratie dans notre pays. Et je vous prie de me croire que ma conviction la plus profonde est que vous faites parmi les meilleurs journalistes guinéens et pourquoi même pas africains. Merci surtout de ces compliments, monsieur le ministre. Alors oui, vous avez aussi manqué effectivement à cette émission parce que 3 mois, c'est pas 3 jours. J'ai envie de dire pourquoi votre absence de 3 mois, mais d'abord, pourquoi ce look marocain? Parce que c'est aussi nouveau. Oui, c'est vrai que je suis passé par le Maroc. Ok. Vous savez, la Guinée et le Maroc, ils ont une histoire très ancienne. Le roi Mohamed V a été confié, le roi Hassan II a été confié par son père Mohamed V au président Ahmed Sékou Touré. Je crois que l'actuel roi même a fait un séjour à Conakry. Et aussi pour dire que je suis passé par là, j'ai rencontré nos compatriotes au Maroc. Certains ont été bien accueillis, bien que malheureusement ces derniers temps, les migrants qui tentent de gagner l'autre rive, l'Eldorado, malheureusement ce n'est pas le cas, mais ce qu'eux y pensent, sont aussi victimes de beaucoup de violences. Donc c'est sur le chemin du retour, en passant par le Maroc, que vous êtes tombé amoureux de ce style marocain, qui vous va assez bien d'ailleurs, hein, je dois le dire. Non, mais c'est pour dire que je suis passé par là. D'accord. Alors donc, première question, pourquoi cette absence de plus de 3 mois du pays? Finalement, les gens se demandaient à Guinée, mais où est Makanera? Mais pourquoi il ne parle pas? En fin de compte, est-ce qu'il est même de l'opposition? Alors pourquoi Makanera plus de 3 mois en Europe? D'abord pour 2 raisons. Principalement, j'avais besoin de repos, surtout du temps pour méditer. Deuxièmement, j'ai une famille en Europe, mais aussi nos compatriotes qui pèsent, pas en termes du nombre uniquement, mais ils pèsent parce qu'ils soutiennent la famille qui reste là, ils pèsent parce qu'eux, ils peuvent faire la synthèse. Ils savent ce qui se passe en Guinée, ils connaissent aussi ce qui se passe ailleurs. Avec eux, nous pouvons discuter et voir comment nous pouvons agir pour faire en sorte que notre pays, la Guinée, puisse être sur le banc des États émergents puisque Dieu a tout donné à ce pays. C'est pour toutes ces raisons nous avons fait des déplacements à travers certains pays africains, nous avons rencontré certaines structures guinéennes, nous avons discuté, animé des conférences de presse et intervenu sur certaines radios à l'extérieur. Donc vous avez fait une sorte de tournée européenne politique? Oui, nous avons fait une tournée européenne, nous avons fait la Belgique, la France, l'Allemagne, en passant par Francfort et le Maroc. Et là, nous avons rencontré beaucoup de structures guinéennes à travers le club DNG. Nous étions à Conakry-sur-Seine, nous avons participé à cela, mais nous avons rencontré les Guinéens tels qu'à Lille, en Belgique. On vous a même vu avec Sekouba Konaté. Il s'est agi de quoi quand vous étiez avec Sekouba Konaté à la rencontre des Guinéens de la diaspora? C'était pour en réalité toujours décrier, dénoncer le régime d'Alpha Condé. C'était quoi le message? Non, pas seulement de dénoncer, mais dénoncer et proposer une alternative. Parce qu'aujourd'hui, je crois que nous avons dépassé cette étape. C'est pourquoi moi, je voudrais demander à la presse, la société civile et les partis politiques. Comment votre chemin s'est croisé avec celui de Sekouba? Avec Sekouba, tout simplement parce qu'on avait besoin de proposer une alternative. Nous avons besoin de faire en sorte que le verrou du nombre et la durée du mandat du président de la République soit maintenu. Nous avons besoin, comme Sekouba Konaté, de faire en sorte que les élections législatives
et l'élection présidentielle soient les plus transparentes pour éviter tout problème à notre pays. C'est pour cela que nos chemins se sont croisés et ce sont là les messages que nous avons véhiculés à travers nos communications à Lille. Bien. Alors donc, quel est le retour de cette diaspora après que vous étiez allé à leur contact ou à la suite de cette tournée européenne? Est-ce que c'est une diaspora qui est sérieusement déçue de la gouvernance actuelle, qui a une lecture assez négative de ce qui se passe en Guinée aujourd'hui? Vous savez, s'il y a la chose la plus partagée en Guinée aujourd'hui, c'est la déception. C'est la chose la plus partagée. Même ceux qui défendent le régime aujourd'hui sont déçus. Donc la diaspora... Et la diaspora est la mieux placée pour comprendre le décalage entre les promesses du professeur Alpha Condé et la réalité en Guinée. Parce qu'eux, ils ont au moins la chance de voir ce qui se passe en France, de voir ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe ailleurs dans le monde, en Belgique, mais surtout ce qui se passe au Maroc où il y a un roi. Ils ont plus de liberté que nous ici. Ah bon? Mais c'est clair. Ah. Vous savez... Il y a des manifestations qui sont matées là-bas, hein, parce que... Non, je vous dis, ils ont plus de liberté matée, mais on ne les massacre pas. Sachez que nous avons plus de 100 personnes qui ont été tuées entre Bambé et Koza seulement. Bien. Mais on n'a pas enregistré le même nombre là-bas. La seule différence entre le Maroc et la Guinée, c'est quoi? Eux, il y a des choses, c'est clairement défini, on ne touche pas. Ça, c'est au-dessus de vous. Mais tout ce que vous pouvez toucher, vous pouvez les toucher sans problème. Mais en Guinée, c'est de l'hypocrisie. On dit, vous avez la liberté de manifester. La Constitution garantit pour vous. Vous faites ce que vous voulez, vous votez, vous choisissez pour qui vous voulez. Mais en réalité, on ne peut ni manifester, ni choisir le candidat de votre choix. Donc, vous manifestez, vous êtes violenté, vous êtes massacré, vous êtes blessé, vos biens sont détruits. Vous votez pour quelqu'un, on transforme les procès-verbaux en faveur de celui pour lequel vous n'avez pas... Donc tous les Guinéens que vous avez rencontrés à l'extérieur, Belgique, France, Allemagne, ainsi de suite, sont tous déçus, mais gravement déçus du régime Alpha. Tous ceux-là que nous avons rencontrés, je vous dis à l'unanimité, attendre la fin du règne du professeur Alpha Condé comme un jeûneur attend le crépuscule. Ils sont tellement pressés, vous ne pouvez pas croire. Alors, ils sont choqués. Mon frère, quand vous vivez en France, surtout ces derniers temps, lorsqu'on a parlé de l'affaire de Benalla, si vous êtes guinéen, qui est ce proche de Macron, il est proche parmi les proches de Macron, conseiller chargé de mission de Macron, qui est tout le temps derrière Macron, qui a violenté un manifestant avec sa main seulement. Mais ça crée un problème d'État. Aujourd'hui, il est devant la justice. Aujourd'hui, les ministres sont passés devant l'Assemblée, devant le Sénat, le préfet de police, le directeur de cabinet de l'Élysée, tout le monde, le président même lui-même, il est obligé d'intervenir. Il a été même radié de l'effectif de l'Élysée. Et au même moment, nous avons plus de 100 personnes qui ont été tuées. On n'a pas pu aujourd'hui rechercher, arrêter, mais faire un semblant de jugement. D'ailleurs... Et si vous voulez que la Guinée ressemble du jour au lendemain à la France, c'est que c'est être trop idéaliste quand même. Non, on ne dit pas du jour au lendemain ressembler à la France. Nous voulons que ce que nos textes disent soit respecté. Bien. Vous savez, il y a des choses... C'est difficile de réussir. Même moi, je le croyais, qu'Alpha Condé ne pouvait pas réussir. Le développement économique, c'est une compétition. C'est comme un match de football. Bien. Donc là, je savais qu'il avait des difficultés. Mais la liberté de manifester, la liberté de la presse, la transparence des élections, ça, il est capable de donner ça. Bien. Ça, il n'a aucun problème de ne pas pouvoir le faire. Mais je regrette aujourd'hui, au moment où les bérets rouges qui étaient là pour maintenir l'ordre au moment des manifestations, on a enregistré moins de blessés, moins de morts que maintenant. Bien. Et ça, c'était depuis 1992. Et je vous dis, en 1992, il y avait une émission, expression directe des partis politiques, où les partis politiques partaient régulièrement, chaque semaine, un parti politique passait à la radio Boulbiné là-bas pour discuter avec les journalistes ou faire passer ses positions par rapport aux aspects de la vie en société. Même les partis de l'opposition. Oui, même les partis de l'opposition.
Moi, j'ai encore mon discours de plus de 20 ans. Bien. Je peux vous passer ce discours. Bien. Alors, mais plus de 20 ans après, on est incapable de faire ce qu'on faisait hier. Donc c'est grave. Ces 3 mois de méditation politique en Europe, cette tournée européenne, vous a fait, je ne sais pas, comprendre que la Guinée est plutôt de jour en jour en train de s'enfoncer dans le trou. Mais je veux revenir une fois encore à cette rencontre que vous avez eue, entre autres avec Sekouba Konaté. Je veux dire, comment vous avez trouvé Sekouba Konaté? Parce que lui aussi, il a fait des révélations fracassantes, des sorties assez mouvementées ces derniers temps dans les médias depuis la France. Certains au pays ici pensent que c'est un monsieur qui n'a plus la tête, il n'est plus lucide, parce qu'il y a des choses qu'il dit, il va dans tous les sens. Alors vous qui avez rencontré Sekouba Konaté en France, vous avez animé des rencontres avec lui, est-ce que vous pensez que c'est un monsieur serein, lucide, conscient de tout ce qu'il dit? Moi je pense que c'est... Je ne suis pas médecin, mais le peu de temps que j'ai passé avec lui, j'ai trouvé un monsieur conscient et qui sait ce qu'il veut. Il l'a dit à sa manière. Sachez qu'il n'a pas fait de grandes études. Mais ce qui est constant, c'est que Sekouba Konaté, c'est quelqu'un qui a le souci pour son pays et qu'il voudrait que le verrou de la durée et du nombre de mandats soit respecté. Et qu'il veut que Alpha Condé accepte d'emboîter son pas. Lui, Sekouba, en tant que général, il a tenu parole en disant qu'il va organiser les élections et partir. Voilà le combat qu'il est en train de mener. Mais je crois que Sekouba n'a pas été très bien récompensé par le peuple de Guinée. Ah bon? Franchement. Qu'est-ce qu'on aurait... parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre pour lui? Non. Il fallait... Il a son statut d'ancien chef d'État. Non, il ne l'a pas. Il ne peut même pas rentrer au pays. Il a quel statut d'ancien chef de l'État? Il a dit... Lui, il a accepté de céder le pouvoir. Mais personne n'en parle. On en parle suffisamment quand même. Non, on n'en parle pas beaucoup. Chaque fois qu'on parlera de ça, on dira qu'il fut un temps, ce général, donc on n'en parle pas beaucoup, qui a donné le pouvoir à un civil. Ça se dit. On n'en parle pas beaucoup. Bien. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui mérite vraiment d'être félicité en parlant le premier président démocratiquement élu. C'est d'abord Sekouba avant celui qui a été élu. Bien. Mais nous parlons seulement Alpha Condé, le premier président démocratiquement élu. Le premier président démocratiquement élu. Mais on oublie celui qui l'a permis d'être premier président démocratiquement élu. C'est Sekouba Konaté. Et il est même incapable aujourd'hui de faire ce que le général a fait. C'est-à-dire d'organiser et de quitter après les 2 mandats. Mais son mandat n'est pas encore terminé. Oui, le mandat, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses... Vous allez quand même le laisser terminer son mandat. Nous sommes légalistes et républicains. La seule chose que nous voulons, qu'il aille jusqu'au bout de son dernier mandat là et qu'il puisse organiser de très très bonnes élections. On en parlait suffisamment tout à l'heure, mais donc vous pensez que oui, Sekouba Konaté sait de quoi il parle, c'est un monsieur serein. Il sait de quoi il parle, il sait là où il veut aller, il ne le dit pas de votre manière ni de ma manière, il le dit de sa manière. Même ceux qui le critiquent savent ce qu'il veut. Parce qu'il a été clair. Il dit qu'il faut que le président Alpha Condé quitte au-delà de 2020. Il faut que les élections soient bien organisées. Il est même parti plus loin. Il dit je ne vois pas quelqu'un qui peut battre Cellou Dalein ici en 2020. Je crois que... Donc à partir de là, sa position est très claire. Sauf ceux qui ne veulent pas... Mais c'est un ancien président, il a occupé une fonction éminemment politique. Et il faudrait bien qu'il parle de la politique en Guinée. Bien. Ça c'est leur rôle, de conseiller au chef de l'État. Bien. Alors donc, Alousseyne Makanera Kake, ancien ministre de la communication, président des FND, porte-parole de l'opposition, qui, on va dire, fait son grand oral dans cette émission. Sa rentrée politique, c'est aussi cela, puisque depuis plus de 3 mois, il s'était un peu écarté, isolé des débats politiques, dans une méditation profonde en Europe, cumulée de tournées et de rencontres avec les Guinéens de la diaspora. Et donc, dans la deuxième partie de cette émission, on va revenir sur l'ensemble des sujets, en tout cas les essentiels de ceux qui ont marqué l'actualité à son insu, et ce que lui pense de tous ces sujets. Juste après la pause thé, on se retrouve.
Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, mes téléspectateurs, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui donne la parole à ceux qui veulent bien la prendre en vue d'impacter l'opinion. Comme vous l'avez su dans la première partie de l'émission, je suis avec M. Al-Hussein Makanera Kake qui rentre fraîchement de sa tournée européenne depuis plus de 3 mois et qui se prononce sur les sujets du moment. Alors oui, M. Makanera, on va commencer par les sujets les plus brûlants, puis on reviendra à ceux qui sont les plus anciens. D'abord, la crise à la Cour constitutionnelle. Ce qui était donc de l'ordre des velléités aujourd'hui, on le connaît, c'est sur la place publique, Khalifa Sall déchu par ses amis conseillers de la Cour. Quelle est votre lecture de cette situation? Moi, je crois que ce qui se passe à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, révèle le malaise profond de notre pays. Parce qu'on les appelle les sages. On dit que la Cour constitutionnelle est l'organe qui régule le fonctionnement des institutions. Si au niveau de cet organe-là, rien ne marche, c'est une honte. Moi, je ne vois pas Khalifa Sall. Je vois à travers Khalifa Sall toute la Guinée. Et la question que je me pose, pourquoi toutes les institutions constitutionnelles sont fragilisées avec le professeur Alpha Condé? La Cour constitutionnelle aujourd'hui. Hier c'était la CENI, avant-hier c'était la HAC, avant ça c'était l'INDH. Les seules institutions qui ne sont pas fragilisées, c'est les institutions où c'est lui qui choisit tout le monde, où il a choisi la majorité. C'est l'Assemblée nationale, parce que là-bas le président et les députés sont choisis par lui. Peut-être c'est quelle autre institution? La présidence elle-même, peut-être. Bon. Bien. Donc, mais ce qui me fait beaucoup mal, c'est le fait que toutes ces crises, que ce soit les conseillers ou les commissaires, en parlant de la Cour constitutionnelle ou bien de la CENI, de la HAC, on ne parle que de l'argent. L'argent, la gestion opaque. Mais personne ne se pose la question, est-ce que notre institution remplit sa mission? La mission pour laquelle cet argent-là est alloué. Personne ne se pose cette question. C'est pourquoi moi je me suis dit quelque part que ce qui se passe à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, moi je peux même considérer que c'est une manipulation extérieure. Pour la simple raison. Venant de qui? Non, pour le moment, il est difficile de désigner. Mais en tout cas, je pense que, dans mon intime conviction, que les soucis de M. Khalifa Sall est en rapport par rapport au discours qu'il a tenu lors de l'investiture du président Alpha Condé. Quand il a dit de ne pas prêter l'oreille aux sirènes révisionnistes. Alors, et votre jumeau, qui est lui enseignant, professeur de droit, s'est aussi prononcé là-dessus. Une fois que le fait, il est là. Et les 8 commissaires ont pris la décision donc de le déchoir, et les principes le disent ainsi. Et il est dit aussi que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être attaqués. Alors, quelle situation alternative pour justement résoudre le problème ou empêcher les conseillers à complètement passer à l'acte? Vous savez, quand j'écoute mon frère Jimo parler, moi j'ai une idée. La même chose, lorsque vous le prononcez, ça ne crée pas la même image dans ma tête que dans sa tête. Moi je considère eux, c'est comme les tailleurs.
nous sommes les propriétaires des habits. C'est à nous de leur dire comment il faut coudre l'habit. Bien. Donc lui, il a parlé, il est dans un juridisme, c'est restreint. Bien. Nous allons au-delà. À supposer que Kéléfa Sall, aujourd'hui, soit déchu. Où est l'inamovibilité? Qui a été dit? Qui a été dit par les textes. Parce qu'on veut les rendre inamovibles pour qu'ils puissent résister à la pression de l'exécutif qui a un pouvoir exorbitant. Et les lois sont créées pour résoudre un problème. Et la loi organique qui régule, et cette loi-là, qui régule l'institution dit que en leur sein, s'il y a un quota de 7 ou de 8, ils peuvent... Vous savez, quand on prend ces lois-là, on ne peut même pas aller au fond, parce que la forme n'y est pas. Parce que quand on dit gestion opaque, seule la Cour suprême peut connaître la gestion opaque du président de la Cour constitutionnelle. Mais le seul problème que les juristes posent, c'est de dire qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle est insusceptible de recours. Mais si, allez voir est-ce qu'ils étaient compétents ou pas, là on ne discutera pas, ils ne sont pas du tout compétents. Mais par rapport maintenant à l'arrêt là même, moi je vais au-delà. Pourquoi on a créé la Cour constitutionnelle? C'est les rendre inamovibles et faire en sorte qu'ils puissent tenir la pression de l'exécutif qui a un pouvoir exorbitant. Bien. Et si Kéléfa Sall quitte aujourd'hui la Cour constitutionnelle, qui est censée d'être l'organe qui régule toutes les institutions, elle-même a des problèmes, ça veut dire nous allons fragiliser toutes les institutions du pays. Et nous les hommes politiques, on n'acceptera pas ça. Politiquement, quel danger vous voyez derrière ça? Non, mais c'est la fin de la démocratie dans notre pays. Parce que la Cour suprême, quand on dit seulement il régule les gens, il faut aller au-delà pour que les gens comprennent. Quand on dit il régule, c'est qu'il fait en sorte que le pouvoir puisse arrêter un autre pouvoir. Et le pouvoir qu'on a difficulté d'arrêter, c'est le pouvoir exécutif détenu par le président de la République. Donc si lui il n'est pas là, c'est qu'aucun pouvoir ne peut maintenant arrêter le pouvoir du président de la République, et ça sera la dictature. Mais entre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on veut respecter et imposer la dictature au peuple de Guinée, nous nous opposons à cette dictature. Alors, en tout cas, pendant ce temps, les sages, en tout cas les soi-disant sages, ne sont pas encore revenus sur leur décision. Ils s'entêtent à continuer. On a comme l'impression que coûte, ils vont faire remplacer Kéléfa, puisqu'ils l'ont même dit qu'il n'a pas été sorti de l'institution. S'il veut, il peut se représenter à l'occasion d'une élection qui arrive. Donc, en attendant cela... Non, là, si l'on dit, c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est incapable. Non, qu'il est aujourd'hui incapable de pouvoir être président de la République. Et au même moment, vous dites qu'il peut se représenter. Parce que s'il est dans l'incapacité constatée, qui a été sanctionnée par un arrêt, cela veut dire tout simplement qu'il ne doit même pas être parmi les sages, les conseillers. Donc c'est pour vous dire qu'eux-mêmes, ils sont en train de se contredire. Moi, deux choses l'une. Kéléfa Sall reste, ou toute la Cour constitutionnelle quitte, on met une nouvelle Cour constitutionnelle. Mais il n'est pas question... Comme le barreau même l'a suggéré hier après... Moi, je n'ai même pas suivi ce que le barreau a dit. Moi, deux choses l'une. Kéléfa Sall reste, ou toute la Cour constitutionnelle parte, et cette fois-ci, il faudrait que les structures qui sont chargées de choisir en amont choisissent les gens. Parce qu'il paraît le choix a été d'une manière fantaisiste. Et on a eu des gens qui n'avaient même pas l'âge requis pour être là-bas. Donc il y a eu très... Bon, regardez, quand on dit que quelqu'un qui est choisi par l'Assemblée nationale n'a pas un âge requis, qui est le premier responsable? C'est le président de l'Assemblée nationale. On a vu le cas de Joachim Baba Milimono. Malheureusement, le pauvre, il a été sacrifié. Parce que si son âge n'est pas requis, il ne s'est pas désigné de lui-même. C'est quelqu'un qui l'a désigné. C'est l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale devait donc répondre dans ce devait répondre. Bien. Mais le pauvre, il a été sacrifié. Donc en tout cas, on verra comment cette situation va se terminer. Mais vous pensez que c'est
la pression du peuple qu'il faut opposer à ce qui est en train d'arriver. Mais oui, je demande, comme le sitting. Ça je demande à toute la classe politique. Quand je dis classe politique, je veux bien m'adresser à l'opposition comme à la mouvance. Parce que ce qui est clair, ceux qui sont aujourd'hui de la mouvance, hier ils étaient de l'opposition, ils doivent comprendre que ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui, nous construisons pour tout le monde. Bien. Ceux pour lesquels Alpha Condé s'est battu pour leur réalisation hier, ils luttent contre ça aujourd'hui. Parce que hier, ils pensaient qu'ils le faisaient contre Lansana Conté. Par exemple, la presse. Combien de temps les radios, les télévisions, les journalistes ont été menacés pour lui, par son régime. Alors qu'au fond, combien d'argent et combien de moyens lui-même il a mis pour qu'il y ait la liberté de la presse. Donc je voudrais ceux qui sont de l'autre côté aujourd'hui sachent que si nous nous battons pour garantir la liberté, pour limiter le pouvoir de Alpha Condé, on ne limite pas que le pouvoir d'Alpha Condé. C'est peut-être le pouvoir de Cellou Dalein après 2020 et le pouvoir de Alucene Makanera Kake après 2025. Bien. Parce que chacun de nous espère un jour à être président de la République. Et le pas que nous allons franchir aujourd'hui, on ne voudra plus faire un pas en arrière. C'est continuer. Donc ce que nous faisons pour tout le monde. Il faudrait que donc toute la classe politique entière, nous décidons de rendre nos institutions non seulement crédibles, mais des institutions stables qui ne seront pas à la merci d'un homme, qu'il soit président de la République. Bien. Et là, on a largement votre réaction sur ce sujet. On va passer donc à autre sujet d'actualité. Cette fois-ci, c'est le cas du port autonome de Conakry, aussi qui défrait la chronique, qui s'est passé bien entendu à votre insu. On ne vous a pas écouté sur ce sujet. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? Vous savez, d'abord, ceux qui défendent ce dossier, ça me fait rire. De concession du port à Al Bayrak, une société turque. Oui, c'est ridicule. Premièrement, on nous apprend que c'est pour aider la Guinée. Mais la Guinée dit non. Si réellement la volonté du président Alpha Condé et tous ceux qui sont en train de l'aider, c'est pour aider le peuple dit non, on va laisser le peuple en paix. Vous voulez aider quelqu'un, il dit je dis non. Ça c'est pour la forme. Oui, allons au fond. En même temps, un responsable, et ça me fait revenir à ce que Sékou Touré aimait dire au temps de la Révolution, qu'un responsable, c'est celui qui est derrière le peuple, au milieu du peuple et devant le peuple. Et quand vous êtes devant, c'est sûr que vous voyez quelque chose que le peuple peut ne pas voir. Donc, est-ce que si il voit que ce projet économiquement est bénéfique pour la Guinée, et même si certains de la populace se soulèvent, n'est pas forcément dire qu'ils ont raison dans la contestation. Heureusement que vous avez parlé de Sékou Touré, mais j'ai beaucoup d'avantages sur vous par rapport au discours et aux propos de Sékou Touré, parce que moi j'ai vécu autant de Sékou Touré. Je vous rappelle que Sékou Touré aussi a dit que le responsable révolutionnaire est celui qui applique les décisions de la révolution sans faire révolter la population. Si la population se révolte, c'est que le responsable n'est pas compétent et il doit céder. C'est pourquoi la police économique qui a été instaurée par le président de la République, Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de la révolution, quand les femmes se sont révoltées, il a dit à bas la police économique. Et depuis cette date, on n'a jamais parlé de la police économique jusqu'à sa mort. Vous ne pouvez pas nous dire que vous voulez aider les Guinéens. Et que tous les Guinéens aujourd'hui, celui qui le dit ou pas, tout le monde est choqué. Le fait qu'on est en train de brader nos richesses, à bloquer un peu partout, et surtout le port autonome. J'ai suivi une émission, c'est l'antenne 2 de France, sur d'abord la partie de Bolloré, avant Al-Barak, où on a dit la concession du port autonome de Conakry à Bolloré ne s'est pas passée dans la règle de l'art. D'abord, c'est quelques mois seulement après l'élection du professeur Alpha Condé. Il y a deux questions fondamentalement qui méritent l'attention des gens. La première, c'est un ami du président de longue date, de 30 ans, le président l'a reconnu lui-même. Deuxièmement, c'est seulement après son investiture, on l'a passé sans passer par l'appel d'offres. J'ai entendu le président lui-même le dire, que non, on n'avait pas besoin de l'appel d'offres, parce que Bolloré est devenu deuxième. J'ai dit au président, non, s'il veut parler de la loi, heureusement qu'il est juriste, il n'a qu'à revoir. Bien. Un appel d'offres, c'est un appel d'offres. Quand c'est fini, on revient à un autre appel d'offres. C'est comme si on dit le bac. Vous avez fait
fait le bac cette fois-ci. Il y a eu des admis. Si demain on doit refaire le bac, on ne dira pas qu'on va prendre là où on a limité l'année passée. C'est que s'il n'a pas été sélectionné, c'est qu'il n'était pas admis. Si on veut le sélectionner, il faut revoir est-ce qu'il remplit les conditions d'être sélectionné. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles sociétés qui peuvent donner beaucoup plus d'avantages à la Guinée que les concurrents passés? Ça, c'était Bolloré. Ça, c'est Bolloré. Mais ce qui est choquant, c'est que cette antenne 2 dans son émission nous dit que Bolloré engrange 40 millions d'euros par an au port de Conakry. Comme intérêt. Comme recette. Dans les 40 millions d'euros, ils n'ont pas 10 millions comme charge. Et on ne donne à la Guinée que 3 millions. La différence, c'est pour Bolloré. Un intérêt extraordinaire que Bolloré gagne. Bien. Mais je ne suis pas surpris. Parce que dans la même émission, on nous apprend que Bolloré, sur le retour d'investissement, investit 20% en Afrique. Il gagne 80% des intérêts. C'est pour dire qu'en Afrique en général, et particulièrement en Guinée, nos richesses sont bradées. Bien. Parce qu'en Europe, il met 80% de ses investissements, il ne gagne que 20%. Là où il met 20% des investissements, il gagne 80%. Mais c'est donc inconcevable. Ce n'est pas des projets gagnant-gagnant. C'est pas du tout, c'est pas gagnant-gagnant. Pas du tout. Bien. Donc, Al-Bayrak. Mais ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai vu, les gens sont contents quand le président et ses hommes disent que Bolloré est en train de nous donner des stades, des blue zones, des stades et autres. J'ai dit à ce monsieur que quand j'ai entendu le président parler, il m'a rappelé de mon grand-père. Mon grand-père m'a dit, avant les Libanais étaient très bons. Quand vous envoyez les produits, ils vous rachètent vos produits, mais vous donnent des bonus, des cadeaux. Mais aujourd'hui, les Libanais d'aujourd'hui ne font pas des cadeaux. Mais quand j'ai mené mes propres enquêtes, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Mon grand-père qui envoie son produit ne connaît ni le poids ni le prix de son produit. C'est le Libanais qui détermine le poids de son produit. C'est le Libanais qui détermine le prix de son produit. Donc si c'est 50 kilos, il dit 30 kilos, mon grand-père ne peut rien dire. Si le kilo est vendu à 10 francs, le Libanais lui dit 5 francs, il ne peut rien dire. Donc il peut lui vendre la moitié du prix et mon grand-père est content. Il a non seulement son argent et le cadeau dans la moitié du prix. C'est pourquoi les Libanais d'aujourd'hui ont cessé de faire des cadeaux le jour où nos parents ont compris qu'ils pouvaient connaître le poids de leurs produits et leurs prix. Donc si Bolloré, qui a perdu un marché avec les véhicules électriques à la mairie de Paris, fait des cadeaux en Guinée, alors qu'ici n'est pas venu faire des cadeaux, il faut avoir peur. C'est que nous lui vendons notre port sans savoir la valeur réelle de notre port. Donc à vil prix quoi. À vil prix. Il gagne tellement d'intérêt que lui-même il a peur de partir avec tout. Donc il fait des dons de... Il faut faire des dons pour tromper les gens, pour les faire croire que Bolloré est gentil. Non, c'est pas un philanthrope. Il est venu chercher de l'argent. S'il donne l'argent, il faut avoir peur. De toutes les façons, toute entreprise a une responsabilité sociale. Oui, mais on l'impose. C'est pourquoi, quand vous prenez les sociétés minières, on leur dit 0,05%. Même ça, ils ne donnent pas. Ils font semblant de donner. Les entreprises là, mais les compagnies là, ils n'ont ni idéologie, ni nationalité. Ce qui les intéresse, c'est l'intérêt. S'ils font des cadeaux, il faut avoir peur, c'est que vous avez mal négocié. Alors oui, Al-Bayrak, la société turque. Bon, là-bas, c'est la même logique. Moi, je pense, même si les gens sont révoltés, c'est que ça ne s'est pas passé dans la règle de l'art. Et vous-même, vous avez remarqué... Pour leur travail surtout. Vous avez remarqué que le président aime vraiment la médiocrité. Quand j'ai vu le discours, la vidéo du discours des directrices, j'ai compris ni le ministre, ni les directrices là, ni les techniciens qui sont avec eux, ils ne comprennent rien du fonctionnement de l'administration. Pour la simple raison, quand il y a un document, le premier qui signe, c'est lui qui engage sa responsabilité, c'est le technicien. Le ministre qui signe, il vient simplement pour légitimer ce que le technicien a signé. Il signe pourquoi? Parce que le ministre est le porte d'entrée et de sortie du département. Parce qu'un directeur ne peut pas directement signer et envoyer.
ça doit passer par le ministre. Mais la responsabilité, c'est du directeur qui est censé être technicien qui doit connaître. Mais si on nous dit, c'est le président qui a dit de signer, mais ça veut tout dire. Parce que le président ne doit pas dire de signer. Le président ne doit pas être mêlé. Les lois sont claires. Vous ne verrez nulle part où on demande la signature d'un président de la République pour octroyer un marché. Si c'est le président qui a octroyé, je dis c'est mauvais, on doit reprendre parce qu'il ne doit pas le faire. C'est lorsqu'on me dit, un commissaire de police, même s'il est docteur d'État en droit, s'il rend une justice, la justice est biaisée. La justice rendue est biaisée. Parce que son rôle, c'est pas rendre de justice. La loi est claire, la justice est rendue par les cours et les tribunaux. Bien. Si on dit c'est le président qui a demandé d'octroyer à la Barak, c'est que c'est vicieux, là-bas c'est dangereux. J'entends les gens dire non, le président a décidé. Si c'est le président qui a décidé, c'est ce qui est mauvais. C'est pas lui qui doit décider. Bien. Il n'a aucune qualité, aucune compétence de pouvoir décider de passer le marché à une société ou à une personne morale ou physique. Et donc aujourd'hui, les travailleurs du port sont dans la rue. Il y a d'ailleurs le responsable syndical qui est arrêté. Depuis hier, il a passé sa première nuit à la prison centrale. Il s'agit de Cheikh Touré. Alors oui, on va passer ce sujet et revenir peut-être dans l'actualité des revendications sociales. Par exemple, le cas de Mandiana, c'est aussi passé ces derniers temps, qui donc revendiquait contre les manques d'infrastructures dans leur zone. Vous avez une réaction par rapport à cela aussi? Oui, j'ai une réaction. Vous savez, j'avais toujours dit ça lors des manifestations. J'avais dit deux choses. Premièrement, l'opposition des poids dans la communication commet des erreurs, même des fautes. C'est de croire que c'est le RPG qui est au pouvoir. Le RPG n'est pas au pouvoir. Le RPG souffre comme tous les autres partis politiques de la Guinée. C'est Alpha Condé et un petit clan qui sont au pouvoir. Et deuxièmement, j'ai dit à tous les Guinéens, quand vous voyez une injustice dirigée contre un individu, c'est en ce moment il faut s'opposer. Parce qu'après cet individu, ça revient à vous. Je me rappelle, j'ai lu quelque part lors de la Seconde Guerre mondiale, quand on est venu chercher les Juifs, les communistes ont dit que c'est les Juifs qu'on est venu chercher. La drôle de guerre. Quand on est venu chercher les communistes, les syndicalistes ont dit que c'est les communistes qu'on cherche. Mais quand on est venu chercher les syndicalistes, les autres, la population a dit que c'est les syndicalistes. Quand on est venu chercher la population elle-même, personne n'était là pour les protéger. Ce qui se passe à Mandiana aujourd'hui rappelle, je suis certain, à tous les Guinéens que ce qui se passe à Bambeto Koza peut se passer partout à travers le monde. Il ne faut pas donner le goût aux forces de sécurité de réprimer sans justice. Bien. Et vous pensez que Mandiana, qui est considéré comme un bastion politique, a été, on va dire, mal récompensé politiquement? Mais c'est toute la Guinée qui a été mal récompensée. C'est tous ceux qui ont accompagné le professeur Alpha Condé qui ont été mal récompensés. C'est tous ceux qui ont espéré qui ont été mal récompensés, parce que quand vous êtes élu d'abord par ceux qui n'ont pas voté pour vous, et ensuite par ceux qui ont voté pour vous. Bien. Parce que s'il y a élection, c'est qu'il y a deux groupes. Si c'est Targo aujourd'hui, il est tout heureux d'être élu, c'est parce qu'il y avait une opposition. Donc quand il est élu d'abord par ceux qui n'ont pas voté pour lui, il est élu aussi par ceux qui ont voté pour lui, et pour cela, il est au-dessus de la mêlée, il devait donner de l'espoir au peuple de Guinée. J'étais convaincu, très convaincu, que M. Alpha Condé n'est pas cet homme qui pouvait développer la Guinée. Il n'a pas l'expertise, il n'a pas l'expérience. Mais j'étais plus convaincu que c'était un homme qui était attaché aux valeurs de la démocratie, de la justice, au bonheur du peuple de Guinée, pour lequel il s'est battu pendant 50 ans. Je suis étonné aujourd'hui qu'on ait moins de liberté à son temps. Je suis étonné aujourd'hui qu'on n'est plus réprimé à son temps. J'étais là en 92-13. Quand on manifestait, les bérets rouges qui étaient là pour le maintien d'ordre ont fait moins de victimes que son temps. C'est déplorable, c'est regrettable, c'est un désespoir. Bien. Pour nous. On va continuer le tour d'horizon, je l'ai dit. Beaucoup de choses se sont passées à votre insu, vous et votre jumeau Papa Koli. Lui, il n'est pas encore arrivé. Et il y a aussi le cas
des Kuntigi, où il y a confusion, et là aussi vous avez votre position. On est en face à pratiquement 2 Kuntigi, 2 chefs traditionnels de la Basse-Côte, ça fait bruit. Et puis il y a entre-temps Ousmane Kaba qui a pris la parole et qui a fait aussi mousse, qui a suscité beaucoup de débats. Votre réaction sur ces 2 sujets avant qu'on... Bon, d'abord, je vais vous dire que nous devons prier Dieu pour El Hadj Papakoli Kourouma qui est à Paris aujourd'hui, mais qui doit en principe le 22 se rendre à Abu Dhabi pour aller négocier, parce qu'on avait au cours de nos tournées en Europe et une partie de l'Afrique, il a tenté de rencontrer les Guinéens, de créer des projets pour pouvoir préparer le retour, parce que c'est pas facile de vivre à l'extérieur. Donc ceux qui ont des expertises, ceux qui ont des initiatives, ils ont proposé des projets. Donc il a une rencontre avec des bailleurs de fonds pour permettre à ces bailleurs de fonds de financer des projets bancables de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. C'était une information que je voudrais donner. Maintenant, par rapport à l'affaire de Kuntigi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, moi je soutiens Souma de Dixine. Pour la simple raison, le premier Kuntigi qui a été choisi n'a pas été choisi dans la règle de l'art. Parce qu'une autorité morale, on ne l'impose pas. Et d'ailleurs, il a été choisi quand il était le président de la délégation spéciale du RPG Arc-en-Ciel de Tanene. El Hadj Serouna. El Hadj Serouna. Et ensuite, il a été choisi par la mouvance présidentielle. Son intronisation, ceux qui sont partis, c'était les Hadjanantou Chérif, les Malik Sankon et les députés du RPG Arc-en-Ciel. Mais l'intronisation du second aussi que vous soutenez a été faite au siège d'un parti de l'opposition, de Mamadou Sylla, qui même a financé. Donc là aussi, c'est politique. Oui, il est parmi ceux qui ont financé, il a été le grand... Oui, Mamadou Sylla l'a fait dans son siège. Mamadou Sylla l'a fait parce qu'il est fils du terroir. Mais dans son siège politique. Oui, parce qu'on n'avait pas un autre cadre. Et là aussi, David dit que vous faites la même chose que non, on ne fait pas la ceux même qui ont chose. fait pour El Hadj Serouna. Vous ne pouvez pas leur reprocher alors quelque chose. Non, c'est clair qu'on peut leur reprocher quelque chose. Si El Hadj Serouna, après qu'il ait été choisi, avait pris des positions qui transcendent les clivages politiques dans notre pays, peut-être ceux qui étaient contre lui hier allait se retrouver en lui. Bien. Mais le premier discours qu'il a tenu, pas plus de manifestations. Celui qui va brûler un pneu ici maintenant, il va nous connaître et autres. Donc il a pris directement une position. D'ailleurs, il est devenu plus royaliste que le roi même. Parce que même Alpha Condé n'a pas dit ça. Lui, il a commencé à dire des choses comme ça. Bien. Donc on a compris que nous avons un homme politique déguisé en Kuntigi. Et là, il fallait mettre un Kuntigi pour la Basse-Guinée qui va non seulement transcender les clivages politique, ethnique, mais qui va maintenir ce que la Basse-Guinée a de plus noble, c'est le pouvoir, la capacité d'accueillir tous ceux qui viennent en Basse-Guinée et le pouvoir de donner sa fille à n'importe qui sans chercher à connaître son origine. Donc l'hospitalité. Donc l'hospitalité légendaire de la Basse-Guinée. C'est cette personne que nous cherchons. Alors oui, ça c'est votre position donc sur ce sujet. Votre choix, c'est El Hadj Souma qui doit être le Kuntigi de la Basse-Côte. L'autre sujet, c'est la sortie controversée de Ousmane Kaba il y a plusieurs mois de cela aussi. On a l'impression que c'est dans le passé, mais vous pensez que tout le monde n'a même pratiquement pas compris la sortie de Ousmane Kaba en une minute. Je voudrais dire que l'opposition pour une fois s'est fait avoir. Ils ont accompagné M. Damaro pour abattre un adversaire politique. Ousmane Kaba n'a rien dit de mauvais. J'ai écouté... Rien d'ethnocentriste. Non mais rien. Mais l'ethnocentrisme c'est quoi? C'est lorsque vous tenez un discours qui lèse le droit des autres ethnies. Bien. Il ne l'a pas dit. Et d'ailleurs, ce discours-là, c'était un discours qui était plus favorable à l'opposition. C'est pourquoi d'ailleurs Damaro s'est empressé d'une manière prompte pour aller l'attaquer à Espace. Cela devait rappeler à l'opposition que le propos tenu par Ousmane Kaba ne fait pas plaisir au RPG Arc-en-Ciel. Et par conséquent, si ça ne fait pas plaisir au RPG Arc-en-Ciel, en tout cas c'est un avantage pour l'opposition. Parce que Ousmane Kaba, dans son discours, j'ai retenu 3 points essentiellement. Premier point, il est contre
la continuité du pouvoir d'Alpha Condé au-delà de 2020. Il a dit clairement. Bien. Deuxièmement, il est pour ce que nous avons toujours dit, que la gestion du président Alpha Condé est catastrophique sur toutes les lignes. Bien. Et d'ailleurs, il est parti au-là pour dire que d'ailleurs, dans ça, la Haute-Guinée est la préfecture la plus mal servie de la gouvernance d'Alpha Condé. Mais qu'est-ce que les gens... Donc c'était pas un discours vraiment... Mais pas du tout. Mauvais. Oui, mais là où le problème, il y a eu des problèmes, d'abord celui qui a transcrit, celui qui a diffusé, c'est Makabandé. Il est le vice-président de NFD, du président Mouktar Diallo, ministre aujourd'hui, membre de la mouvance présidentielle. Donc, quand quelqu'un diffuse un message, il y a deux choses que vous devez rechercher. Mais nous avons un problème de communication au sein de l'opposition. Je crois que avec peut-être l'arrivée de Ousmane Gawal et autres, on va coordonner et pouvoir savoir comment tenir les discours. Lui, il est la communication que de l'UFDG. Vous autres. Non, j'ai dit mais oui, mais c'est l'ensemble de ces communicants-là qui peuvent donner une communication de l'opposition. Bien. Parce que il est impensable de voir une même personne, pour un même discours, être attaqué et par la mouvance et par l'opposition. Il y a un groupe qui a oublié son intérêt, sinon c'est impossible que cela puisse. Donc c'est l'opposition qui a été mal... Cette fois-ci, non, ils n'ont pas compris. Moi je me rappelle en 92, Bien. ou 93 ou 92, Tamba Mada dit à Parana. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est le tour de Malinké. Alpha Condé ne l'a jamais attaqué. Cette fois-ci, c'est le tour de Peul. Alpha Condé ne l'a pas attaqué. Bien. Parce que il savait que Bamba n'avait rien d'ethnocentrisme. C'était une manière de rappeler aux autres de voter pour un de leurs, afin de permettre une alternance à travers du fait que Lansana Conté ne pouvait pas avoir les 50% si chaque région votait pour son candidat. Bien. Mais nous, il a suffi que Makabandé affiche ça. D'abord, il dit le plan machiavélique pour le maintien du pouvoir Malinké. Mais même ça, c'est les gens, est-ce que les gens ont réfléchi? La loi n'a pas interdit au fils de Alpha Condé d'être candidat et d'être président après Alpha Condé. En plus forte raison, comment la loi peut interdire? Quel est le plan machiavélique si un Ousmane Kaba veut être président de la République ou un Lansana Kouyaté veut être président de la République? Bien. Rien n'est machiavélique. Donc ça a été mal compris. C'était mal compris. Ce qui est évident aujourd'hui, si Ousmane Kaba est très fort en Haute-Guinée, c'est l'avantage de Selouda Lendialo. Parce que ce qu'on ne peut même pas discuter, une élection transparente aujourd'hui propulse Selouda Lendialo président de la République dès le premier tour. Bien. Lui, il n'a aucun intérêt de s'engager dans un débat de ce genre. Si Ousmane Kaba veut, il n'a qu'à prendre toute la Haute-Guinée. Bien. L'essentiel est que dans son intérêt. C'est dans son intérêt. Dans l'intérêt de Selouda. Maintenant, si je vois ces gens-là s'opposer à ça, c'est qu'ils ne comprennent pas encore la communication politique. Et avec le retour de Makanera, vous allez sans doute expliciter cela pour qu'ils comprennent bien. Alors on va terminer en 1 minute 30 secondes par votre bilan que vous faites des 100 jours rapidement du gouvernement Kassori. En 1 minute plutôt. Rapidement, je voudrais dire que Kassori ne pouvait pas avoir un bilan parce qu'il était couillé avant qu'il ne soit nommé. Puisque le professeur Alpha Condé, c'est pas un manager. Il ne connaît pas. Ah bon? Du tout. Parce que avant la nomination de Kassori, il a dit le gouvernement qui est là, ce n'est pas un gouvernement proche du peuple. C'est un gouvernement qui ne connaît pas l'intérêt de la population, la souffrance de la population. Maintenant, je vais la faire remplacer par un gouvernement proche du peuple, par un gouvernement qui écoute le peuple. Mais d'ici là, ce gouvernement qui n'était pas proche du peuple a vendu le carburant à 8 000. Il met un gouvernement qui est proche du peuple, qui vend le carburant à 10 000. Comment le peuple va comprendre? Un bon leader, parce que commander, c'est anticiper, c'est prévoir, aurait dû faire prendre la décision par le gouvernement partant en les sacrifiant, en les imposant de fixer le prix du carburant à 11 ou à 12 000. Donc c'est le gouvernement, et la même semaine, c'est le gouvernement de Youla qui devait fixer le carburant à 12 000. Les gens allaient manifester. La même semaine, il allait renvoyer ce gouvernement, ramener Kassori, nommer Kassori, et Kassori allait ramener le carburant à 10 000. Il allait gagner d'une pierre deux coups.
non seulement il allait nommer le gouvernement de son choix, mais il allait susciter un espoir au niveau de la population guinéenne pour dire qu'Assori est un premier ministre d'envergure, il est plus bien pour la population que le gouvernement partant, et sur lui on peut compter. Donc si vous étiez auprès d'Alpha Condé, peut-être qu'il aurait compris ça. Non, si j'étais là, je l'aurais dit. Mais je vous dis, bien, si Alpha Condé a reçu ce qu'il a reçu, en toute humilité, en 2010, non, après son élection en 2011, en toute humilité, je lui ai accordé beaucoup de soutien par les conseils. Parce que quand il est venu, mais retenez que Alpha Condé est président avec 18%. Oui, pour terminer. Chaque région naturelle avait un représentant. La Basse-Guinée avait des partis politiques et la structure où il était fait. La forêt avait des partis politiques et des structures. Pour ramener tous ces gens-là dans la main de Alpha Condé, pour que lui seul décide, c'est les conseils que je lui ai donnés. C'est des personnes aujourd'hui qui n'est pas autour de lui. Parce que tous ceux qui sont là, soit ils veulent le décret ou ils veulent le marché public. Bien. Il ne peut pas lui dire ce qu'il ne veut pas. Dernière question à M. Alucene Makanera Kake qui fait son grand oral. Hein. Vous avez vraiment eu un peu... d'énergie. Un peu plus d'énergie, ça se sent. Et puis c'était libre opinion, libre antenne pour vous. Oui. Alors pour terminer, votre long séjour en Europe, vous et Papa Koli a fait un peu douter les gens qui se disaient, est-ce que vous n'avez pas pris votre distance de Cellou Dalein Diallo? Alors pour terminer, est-ce que Makanera reste toujours proche de Cellou, toujours aux côtés de Cellou Dalein, aux côtés justement du chef de file de l'opposition? Vous savez, quand je soutiens Cellou Dalein Diallo, ce n'est pas lui que je soutiens la démocratie guinéenne. Bien. J'ai demandé à tout le peuple de Guinée de chercher à observer et à connaître l'homme. Celui que moi j'ai connu, ce n'est pas celui qu'on m'a présenté en 2010. C'est deux Cellou Dalein totalement différents. Cellou Dalein que j'ai connu, c'est un homme humble, modeste, quelqu'un qui respecte son engagement, quelqu'un qui veut être le président de tous les Guinéens. C'est pourquoi, à chaque occasion, je dis, monsieur le président, je vous souhaite d'être à Sékou-Touré. Je souhaite à ce que vous soyez le président qui va réconcilier toute la Guinée. Et c'est pourquoi, quand Cellou est élu, je pense que c'est une justice. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de peur, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, ont un sentiment d'être exclu. S'il est élu, non seulement ce sentiment d'exclusion va partir, mais il va prouver que ce que les autres, les commerçants de mensonges, qui disent non, si tel est au pouvoir, il y a ceci, il y a cela, il va sacher les préjugés. Et beaucoup de personnes aussi, ceux qui sont... il y a des gens qui vont comprendre aussi, il ne s'agit pas que quelqu'un de mon ethnie soit président pour que j'ai le bonheur tout de suite. Même s'il est président, il faut travailler. Et même s'il est président, si vous êtes en conflit avec la loi, il va vous punir. Et c'est ce que j'ai vu en Cellou. Et c'est pourquoi je souhaite qu'en 2020, que nous ayons un président de la République, Cellou Dalein Diallo. Donc tout va bien entre Cellou et Makanera et Papa Koli. C'est un amour parfait. Bien. En tout cas, merci pour votre rentrée. Le plaisir est partagé. À très bientôt. Merci beaucoup. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour on va dire cette antenne libre pour notre invité du jour, Alucene Makanera Kake. Merci de votre attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. Au revoir.